Abonnez-vous à la meilleure chaîne du moment, Archive News Télévision. Archive News Télévision vous donne la possibilité de vous informer à temps réel. Archive News Télévision, nous développons le journalisme autrement. Vous faites bien de nous suivre, mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information à la une de votre journal. À quand l'organisation des obsèques de l'ancien ministre des Transports et Voies de Communication, Chéribin Okende, l'avocat de la famille éplorée affirme que l'inhumation interviendra juste après la publication des résultats des enquêtes en cours par des experts nationaux et internationaux. Attribution de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 au Maroc, le grand favori qui revient après 35 ans. D'entrée des jeux, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi est attendu très prochainement dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, des visites qui s'inscrivent dans le cadre de l'examen en détail de la situation sécuritaire de ces entités territoriales décentralisées, mais aussi pour l'inauguration de certains ouvrages. Regardez. Selon l'annonce faite le mardi 26 septembre dernier par Jacques Kaboula Katoué, le gouverneur du Haut-Katanga, Félix-Antoine Tshisekedi sera dans le prochain jour dans cette entité qui comprend notamment la grande ville minière de Lubumbashi. L'objectif serait de faire le point sur la situation sécuritaire qui reste précaire dans certaines zones malgré une relative accalmie. Le chef de l'État est également attendu à Kolwezi, chef-lieu du Lualaba, pour y procéder à l'inauguration de plusieurs infrastructures stratégiques. Il s'agit notamment du nouvel aéroport de Kolwezi qui doit améliorer la desserte aérienne de cette région majeure. Félix Tshisekedi inaugurera aussi de nouveaux sièges du Parlement provincial selon l'annonce de la gouverneure Fifi Masuka. Autre chose, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé le mercredi dernier à la primature avec le vice-président du Conseil économique et social de la Chine au toit de fond le renforcement et la consolidation de l'amitié et de la coopération sino-congolaise. Plus de détails dans ses commentaires. Séjournant à Kinshasa où il prend part à l'Assemblée générale de l'Union de conseils économiques et sociaux d'Afrique, le vice-président du Conseil économique et social de la Chine, Chang Fulin, a été conduit mercredi par l'ambassadeur chinois en République démocratique du Congo, Zhao Bin, auprès du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, avec qui ils ont échangé sur plusieurs sujets, notamment la coopération sino-congolaise. Alors on s'est échangé et on a parvenu à un consensus important, c'est de consolider, renforcer l'amitié et la coopération sino-congolaise. Et on va élargir la coopération, améliorer l'amitié et pour un nouveau niveau. Mi-octobre 2023, il y aura lieu une réunion organisée par le Conseil économique et social de la Chine. On a lancé notre invitation pour Monsieur le Président du Conseil économique et social de la RDC. Il suffit de rappeler que l'Assemblée générale de l'Union de conseils économiques et sociaux d'Afrique, dont participent ces hauts responsables de l'organe consultatif de la Chine, s'est ouvert mardi au Fleuve Congo Hotel. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a échangé le 27 septembre dernier dans son cabinet de travail avec la veuve de l'ancien ministre de Transport Chéribin Okende sur l'évolution du dossier de l'autopsie de son époux après son assassinat. La veuve, le papa de l'honorable Chéribin Okende sont venus voir le ministre de l'Intérieur qui a office de la sécurité parce que vous savez cette affaire a longtemps traîné. Les enfants ne vont pas à l'école, la veuve ne bouge pas. Et donc, après 2 mois et plusieurs jours, on va vers 3 mois sans résultat de l'enquête ni de l'autopsie. Eh bien, il était quand même normal que la veuve s'adresse au patron de la sécurité
et que je peux vous rassurer que nous sommes sortis un peu encouragés parce qu'il nous a démontré la ferme volonté du gouvernement à faire la lumière sur cette affaire de l'assassinat crapuleux de l'honorable Sherbin Okende. Mais ce qui est plus important aussi est qu'en réalité, l'enquête est allée au-delà d'une simple autopsie. On a fait appel à des experts sud-africains, au-delà du lot qui est venu faire l'autopsie. Il y en a d'autres qui sont venus pour prendre la pièce maîtresse, la voiture, pour retracer les communications et les parcours des véhicules en vue d'établir les responsabilités des uns et des autres pour savoir par où il est passé, qu'est-ce qu'il a pu dire, avec qui il a conversé. En fait, pour que l'enquête soit complètement globale et que la vérité soit élucidée fondamentalement. Changeant de chapitre, le ministre de Finances Nicolas Kazadi a, au cours de la séance plénière tenue le mercredi 27 septembre dernier à l'Assemblée nationale, présenté les projets de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2022. Son allocution a résulté la recevabilité des lois par les députés nationaux présents. Devant les élus du peuple, l'Argentine et la République démocratique du Congo a relevé que le budget de l'année dernière a été exécuté à un taux de plus de 128%, soit un dépassement budgétaire de plus de 28%. Le ministre des Finances a précisé que ces dépenses comprennent celles du budget général, du budget annexe, ainsi que des comptes spéciaux. Et la comparaison de recettes aux dépenses budgétaires révélait que le solde du budget général est déficitaire à 3 481 millions de dollars. Et la comparaison de recettes aux dépenses budgétaires révélait que le solde du budget général est déficitaire à 3 481 milliards de francs congolais, celui du budget annexe excédentaire à hauteur de 9 milliards de francs congolais, alors que les comptes spéciaux sont également excédentaires à 991 milliards de francs congolais. Par conséquent, les soldes consolidés du budget du pouvoir central accusent un déficit de 2 480 milliards de francs congolais. Poursuivant son allocution à l'hémicycle, Nicolas Kazadi a également indiqué que la présidence de la République et le ministère des Affaires étrangères figurent en tête de la liste des institutions et services ayant enregistré de larges dépassements budgétaires. Pour rappel, annoncé en début de cette semaine par l'Assemblée nationale, après avoir déjà été reporté le vendredi de la semaine dernière, la plénière sur l'examen du projet de loi portant reddition de comptes de l'exercice 2022 s'est finalement tenue le mercredi 27 septembre dernier, après le décaissement par le gouvernement de frais pour l'examen de ces textes, ont confié certaines sources parlementaires. Prenant l'affaire de la faillite de la société Congo Airways, le gouvernement de la République vient de placer à la disposition de cette société nationale d'aviation la somme de 10 millions de dollars américains pour la relance de ses activités sur le plan national et international après la mégestion décriée par la nouvelle équipe dirigeante. Et quelques jours après l'annonce faisant état de la suspension des activités au sein de la compagnie nationale congolaise Airways, l'exécutif congolais s'était aussitôt investi à trouver très rapidement une solution adéquate à ces problèmes. Et il n'a pas fallu d'une semaine pour que le desiderata tel qu'exprimé et par la compagnie soit pris en compte. Concrètement, 10 millions de dollars américains ont été débloqués. Cette somme devra servir à faire le leasing des 2 avions et autres acquisitions en attendant. Cette action gouvernementale traduit la volonté d'une relance rapide des activités au sein de cette compagnie dont l'arrêt des activités met en souffrance des milliers de Congolais. Et rappelons que 2 jours après l'annonce de l'arrêt des activités à Congo Airways, Jean-Michel Samalukonde avait reçu en urgence le ministre de Transport et le directeur général de Congo Airways. C'était l'occasion pour ces derniers de présenter au chef de l'exécutif congolais les plans de relance de 33 millions de dollars américains de cette compagnie. Rendons-nous en Provence, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mwindo Nzangi séjourne depuis le mercredi 27 septembre dernier à Chikapa où il a visité les institutions supérieures et universitaires publiques. Il a annoncé l'arrivée des bus Transacademia pour les étudiants de ces coins du pays mais aussi les véhicules pour le professeur ordinaire. Suivez. Je vais vous envoyer 2 bus. Mais quand je venais là, il y a quelqu'un qui s'appelle Patrick Kanyina qui m'a vraiment bouché les oreilles en disant comment tu
je vous annonce que je vous ajoute un troisième. Comme ça, tout le monde est gagné. Et je lui ai dit qu'il revient à Kinshasa, votre convoi va arriver. Mais je voudrais que vous puissiez gérer ce bus à père de famille. C'est la première fois d'être là. Mais j'ai l'impression que nous sommes dans un processus pour améliorer la qualité. Ayez confiance en votre gouvernement, ayez confiance en vos autorités académiques, parce que ce pays est en train de prendre la voie. Et nous voulons embarquer dans cet avion ensemble avec vous pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement, pour faire en sorte que lorsque vous quittez nos universités, vous puissiez avoir des emplois et créer des emplois pour l'émergence de la République démocratique du Congo. La première station industrielle du projet des dégazages du golfe des Kabouno a été officiellement réceptionnée le mercredi 27 septembre par les ministres en charge des hydrocarbures Didier Boudimbo à Goma. Selon ces derniers, il faudra au moins 3 stations pour assainir cette partie du lac Kivu. Du gaz carbonique dissous dans l'eau institue une menace pour la population riveraine. Là, c'est la première phase industrielle. Et apparemment, ça fonctionne très bien. Nous allons bientôt faire un tour sur le lac, jusqu'au niveau du golfe de Kabouno, pour pouvoir palper du doigt nous-mêmes cette réalité. Et juste après, parce que le financement pour ça avait été déjà prévu par le gouvernement, la suite à travers le BCECO va continuer pour financer les 2 autres stations restantes. C'est la première fois qu'on assiste à la remise d'une phase de la phase industrielle du dégazage. C'est la toute première fois. Donc avant, ça n'a jamais été fait. Avant, c'était une phase pilote qui avait montré que c'était un bon travail. Et ce travail-là nous a permis que nous puissions être confiants pour continuer la suite. Donc c'est pour une première fois et je pense que le chef de l'État, le gouvernement, ils sont derrière pour vraiment sécuriser la population du Nord et du Sud Kivu. Je l'ai dit dans mon discours, il ne faut pas confondre le dégazage de tout ce quand on enlève tout ce qui est dioxyde de carbone et tout ce qui est gaz carbonique qui n'est pas bon pour la santé. À l'exploitation du gaz méthane pour le transformer en électricité. Quand on le sort, il y a eu des plantations par rapport à tout ce qui a été fait au niveau de l'environnement pour essayer d'absorber ce gaz qui est nocif pour la santé des êtres humains. Au moment où nous parlons, les équipes du ministère des hydrocarbures sont au niveau de l'Angola en train de discuter avec la société Chevron qui sera l'opérateur sur le bloc 14 de la ZIC. Donc je pense que nous sommes en train de réaliser et de faire la volonté du peuple et la vision du chef de l'État. Poursuivons ces journaux. Dans le cadre des élections qui s'annoncent à l'horizon, le regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP en sigle, investit Félix Antoine Tshisekedi comme candidat à la présidentielle de décembre 2023. C'était lors d'une cérémonie organisée ce jeudi 28 septembre à Chobez. Les regroupements politiques Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP en sigle, des hauts représentants du chef de l'État, Tony Kankushiku a investi le président de la République, Félix Tshisekedi, comme candidat président à l'élection présidentielle de décembre 2023. Tout a commencé par les mots d'ouverture de Laura Batumuna. S'en est suivi le discours du professeur Kinke Moulumba sur le bilan politique de Félix Tshisekedi Tshilombo de la jeunesse à Genève. Tandis que Jean-Claude Massango Moulongo a martelé sur le bilan économique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son accession au pouvoir. C'est ça qui a conduit Ambouissa Nyamwisi de procéder à la lecture de l'investiture, la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême pour un second mandat. On est tout entier, dans sa diversité, de s'approprier cette candidature. Les mots de clôture des hauts représentants du chef de l'État, Tony Kankushiku a aussi expliqué dans les congrès les biens fondés du soutien de l'investiture de la candidature de Félix Tshisekedi Tshilombo. On doit passer aujourd'hui à l'action. L'action, c'est aider le chef de l'État à développer ce pays, ce beau pays que Dieu nous a donné. On n'a plus le temps de rêver, on n'a plus le temps à l'erreur. Et les discours ont montré ce que le chef a déjà fait aujourd'hui. Un mot de satisfaction pour les cadres du parti politique, membres des AA. Prévision des élections de 2023,
pour procéder à l'investiture du candidat Félix Tshisekedi. Messieurs les journalistes, il était question à ces jours de procéder à la présentation d'un bilan que nous qualifions totalement positif que le président en son actif. Il faut noter que les regroupements politiques AAAP invitent la population congolaise à soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections de décembre 2023. Le processus électoral en République démocratique du Congo a été examiné avec intérêt par le chef de confession religieuse réunis au sein de leur plateforme en plénière extraordinaire. Celles-ci ont loué les travaux abattus par la centrale électorale en associant toutes les parties prenantes au processus pour des élections inclusives, transparentes et crédibles. Patrick Dion Kingeshai. Les chefs religieux ont, à travers un communiqué commun, remercié de vive voix la Commission électorale nationale indépendante de l'avoir associée à ces démarches, ainsi que toutes les parties prenantes d'accéder à la bonne information sur l'évolution du processus électoral. Selon la même source, l'initiative prise par la CENI d'organiser plusieurs cadres de concertation avec différentes composantes au processus électoral reste un témoignage vivant de la volonté déterminée de la CENI d'organiser un processus électoral fiable. Et par cette même occasion, les confessions religieuses invitent toutes les parties prenantes au processus à garder et à promouvoir le sens de responsabilité et l'amour de la patrie. La même plateforme reste dans l'optique de crédibiliser le scrutin prévu au mois de décembre 2023 dans la paix. Il est demandé au regroupement politique d'avoir les témoins avertis dans le bureau de vote afin d'assurer de la transparence. Il exhorte également les candidats au fair play. Dans la province du Kasaï oriental, la gouverneure AI Julie Kalenga a supprimé la taxe dite jeton dans sa province en se basant sur l'article 174 de la Constitution de la RDC. Selon la chef de l'exécutif provincial, cette taxe dite jeton n'a ni soubassement juridique, encore moins imposée par un édit provincial. Regardez. Nous avons intérêt de nous acquitter de nos obligations fiscales pour donner au gouvernement provincial les moyens de sa politique. La contribution aux charges publiques constitue donc un devoir pour toute personne vivant dans notre province. Cependant, selon la constitution de notre pays, à son article 174, il ne peut être établi d'impôt que par la loi. Or, depuis un certain temps, le terme jeton est utilisé dans le langage des agents publics et même des contribuables appelés motocyclistes, alors que ce terme n'est établi par aucune loi, aucun édit. Voilà pourquoi j'ai décidé de la suppression de cette pratique à tous les niveaux, c'est-à-dire province, mairie, commune, chefferie et secteur. J'ordonne à cet effet tous les services concernés de mobiliser les recettes et d'atteindre, voire de dépasser les assignations en respectant les procédures et les compétences au niveau de chaque entité. Le bon travail sera récompensé, le mauvais rendement sera sanctionné. Il y a encore de l'espoir pour mieux faire. Parlant sécurité, les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes à parer à toute éventualité face aux provocations des rebelles du M23 qui ont récupéré plusieurs localités dans les collines de Kibarizo, Kalekacha. Ils ont aussi tenté de s'installer sur la crête Kanyamaoro à Kibumba. Ainsi, les forces régulières de la RDC appellent la communauté tant nationale qu'internationale à tirer toutes les conséquences. Adresse au cours de laquelle l'autorité suprême a réaffirmé le refus de tout dialogue direct avec les terroristes du M23/RDF. Ces derniers ont réoccupé des localités jadis abandonnées
dans le cadre du cessez-le-feu. Il s'agit en l'occurrence des collines de Kibarizu, Kabarakasha, Kirumbu Bukombo, Rugogwe, Busumba et Burungu en territoire de Massissi, la colline de Ruunda et Kibumba en territoire de Nyiragongo. Ce mercredi 27 septembre 2023, dans la matinée, ces terroristes ont tenté de s'installer encore sur la crête Kanyama-Oro à Kibumba, allant jusqu'à placer le contingent kenyan de l'EAC derrière ces lignes. Il a fallu la pression des forces armées de la République démocratique du Congo et la dissuasion de la force régionale de l'EAC pour que ces derniers se retirent. De ce fait, les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent cet acte comme une énième provocation et appellent la communauté nationale et internationale, la communauté des États d'Afrique de l'Est, le mécanisme conjoint de vérification élargi, ainsi que le mécanisme ad hoc de vérification, de tirer toutes les conséquences irrélatives. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo informent qu'elles sont prêtes et déterminées à parer à toute éventualité. En sport, c'est le Maroc qui a été désigné comme pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. C'est le comité exécutif de la CAF réuni le mercredi dernier au Caire qui en a décidé. Le dossier marocain a été retenu à l'unanimité après les retraits de l'Algérie, du duo Nigeria-Bénin et de la Zambie. D'autres détails avec Patrick John Kingishay. 37 ans après, soit depuis 1988, la prestigieuse compétition africaine de football se jouera sur le sol marocain. C'est là après le retrait d'Algérie, du duo Nigeria-Bénin et de la Zambie. La candidature marocaine a été retenue à l'unanimité. À quelques mois de l'ouverture de la 34e édition prévue à Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, la Confédération africaine de football a décidé d'attribuer l'organisation de la 37e édition de la CAN 2025 au Maroc. Le royaume chérifin est plus que déjà prêt pour accueillir cette grande messe continentale des nations africaines de football. Notez que le Maroc vient d'organiser récemment de grandes compétitions africaines, notamment la CAN féminine 2022 et U23. Et le même pays organisera également la prochaine édition de la CAN féminine 2024. Notez aussi qu'en 2027, soit la 36e édition de la CAN sera donc organisée par les trios Kenya, Ouganda et la Tanzanie, 3 pays de l'Afrique de l'Est qui s'offrent l'édition de 2027, mais aussi et surtout que c'est la première fois que la CAN va devenir en Afrique de l'Est depuis 1976. Et d'autres, c'est aussi la première fois qu'une édition est organisée par les 3 pays en même temps. Ce journal touche à sa fin, avant de nous quitter, place au rappel des titres. À quand l'organisation des obsèques de l'ancien ministre des Transports et Voies de Communication, Chérubin Okende, l'avocat de la famille éplorée affirme que l'inhumation interviendra juste après la publication des résultats des enquêtes en cours par des experts nationaux et internationaux. Attribution de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 au Maroc, le grand favori qui revient après 35 ans. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kinactu Télévision. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.